Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 4 juillet 2022. On ouvre le show avec le nouveau champion des États-Unis, l'un des hommes les plus appréciés en ce moment par le public WWE, Bobby Lashley. Bobby Lashley qui va arriver, qui va présenter donc son titre. Il va nous dire que finalement, ce n'est pas le titre qui fait l'homme, mais c'est l'homme qui fait le titre. Et que finalement, personne dans cette compagnie ou dans une autre promotion ne peut le battre. Et finalement, l'homme le plus détesté du monde va arriver. Le nouveau Mr. Money in the Bank, Terry qui va finalement faire une bonne promo, vraiment. Il est hué comme je vous l'avais dit lors de ma vidéo review de Money in the Bank. Terry qui est détesté, qui est hué à mort, c'était prévisible. Terry qui va finalement annoncer que il a réussi à obtenir un rematch face à Bobby Lashley pour le titre des États-Unis à SummerSlam, ce qui va bien évidemment énerver encore plus de monde. J'avoue que j'aurais aimé voir Bobby Lashley face à quelqu'un d'autre. Là, j'avoue peut-être qu'on force un peu trop. Est-ce que c'est peut-être pas un poil trop? On verra bien. Mais en tout cas, ça énerve beaucoup les gens et même Bobby Lashley. Finalement, les deux vont finalement se battre et on nous annonce que plus tard dans la soirée, ils vont se retrouver dans un match 3 contre 3. On ne sait pas ils seront avec qui. Les deux vont finalement se battre un petit peu et c'est Lashley qui va réussir à gagner cette petite bataille. Mais voilà, ce qu'on peut retenir, c'est qu'à SummerSlam, on aura à nouveau Terry face à Bobby Lashley. Les Mysterio font face au Judgment Day représenté par Damien Priest et Finn Balor. Un match qui va durer plutôt très longtemps. Finalement, le Judgment Day va s'en prendre au Mysterio même avant le match, ce qui va vraiment diminuer les Mysterio. Donc on va avoir un début de match où le Judgment Day va être en domination. Mais finalement, comme je le disais, ça va être un match plutôt long et plutôt très bon. Je le rappelle aussi, on est à San Diego, donc la ville de Rey Mysterio. Donc énorme ovation pour Rey Mysterio. Les gens sont vraiment derrière Rey Mysterio. Ça fait plaisir d'avoir une telle ambiance pour les Mysterio, pour la légende qui est Rey Mysterio. Vraiment, ça fait trop plaisir. Je ne sais pas pourquoi, mais Balor est en pantalon. Je crois que c'est la première fois que je vois Finn Balor catcher en pantalon. Voilà, c'est qu'un détail, mais j'avoue que lui qu'on voit tout le temps en slip, j'avoue que le voir en pantalon, ça m'a vraiment tout de suite marqué. Ça m'a tout de suite sauté aux yeux. Mais bref, comme je le disais, on a vraiment un excellent combat qui va durer. Et surtout, on a du suspense. C'est-à-dire qu'à vraiment, à 2-3 moments, on pense que c'est la fin du match. Je pense à un moment donné où les Mysterio arrivent à porter leur 619, arrivent à porter le splash. Et finalement, Balor arrive à contrer Rey Mysterio pour porter une sorte de roll-up. Mais finalement, ça ne va pas suffire. Bref, il y a un vrai suspense dans ce match. Il y a vraiment un vrai enjeu aussi. Et finalement, Rey Mysterio qui va la jouer à la Eddie Guerrero. Je crois que c'est Damien Priest qui rapporte une chaise sur le ring. Et Mysterio, alors que l'arbitre a le détourné, va faire mine d'être frappé par cette chaise, va s'allonger au sol. Et finalement, l'arbitre va croire que Balor l'a attaqué avec cette chaise. L'arbitre va disqualifier donc Priest et Balor. Victoire de Rey Mysterio par disqualification. Certes, c'est une défaite pour le Judgment Day, mais de cette manière-là, je trouve ça plutôt malin. Et puis j'avoue que je voulais bien une victoire des Mysterio dans la ville de Rey Mysterio. Je trouvais ça vraiment cool. En backstage d'ailleurs, les Mysterio vont être attaqués à nouveau par le Judgment Day. Donc cette histoire va continuer. Et vu le match que ça a donné, ça me va. Et Jay Styles fait face à nouveau au Miz. Un match qu'on a déjà eu la semaine dernière. Mais je le rappelle, Miz avait quitté le match. Donc c'est plutôt logique qu'on ait ce rematch. Un match qui va durer moins longtemps, qui va être moins bon que la semaine dernière. Mais celui de la semaine dernière était vraiment excellent. Mais il n'y a rien à dire, il y a une vraie alchimie entre Miz et AJ Styles. Vraiment, c'est une alchimie que je ne voyais pas du tout venir. Franchement, si on m'avait dit que Miz et AJ Styles allaient avoir une alchimie, allaient vraiment avoir une entente catchesque, entre guillemets, franchement, j'y aurais pas cru. Donc vraiment, c'est vraiment bon ce qui se passe entre les deux. Et AJ Styles va finalement l'emporter clean, sans rien du tout, sans intervention, sans triche. Après le match, comme d'habitude, j'ai envie de dire, Ciampa va s'en prendre à Styles. Pourquoi Ciampa attaque les gens? On n'a toujours pas d'explication. On ne sait pas pourquoi il fait ça. En tout cas, Ciampa perd quasiment tous ses matchs, mais il attaque des gens. On ne comprend pas pourquoi. Et finalement, Miz aussi va s'en prendre à nouveau à AJ Styles. Est-ce que ça veut dire que ça va continuer entre les deux? Est-ce que ça veut dire que Ciampa et Miz vont être maintenant en équipe? Ou alors, au minimum, associés? On n'en sait rien. Il va falloir attendre
la semaine prochaine pour en savoir plus. La nouvelle championne de SmackDown est là ce soir à Raw. Je parle bien évidemment de Liv Morgan. Je pense qu'ils n'ont pas pu s'empêcher d'attendre de la mettre dans un show, hein, la nouvelle championne. Certes, elle n'est pas à SmackDown, elle est à Raw là maintenant. Mais on était un peu obligé. On était un peu obligé de la mettre à Raw parce qu'elle faisait partie du roster de Raw auparavant. Et là maintenant, elle va faire partie du roster de SmackDown. Liv Morgan qui va faire une belle promo de Babyface, très classique, hein. C'est-à-dire qu'elle va remercier les fans. Elle va dire que finalement c'est grâce aux fans qu'elle en est là. Que même à des moments où elle n'y croyait plus, c'est le public, c'est les fans qui ont cru à sa place. Voilà, promo classique, basique, après une grosse victoire, mais ça marche toujours, le public est bien derrière elle. Finalement, elle va se faire interrompre par Natalya, elle qui a perdu contre Ronda Rousey, mais Natalya va avoir un bon point, c'est-à-dire qu'elle va dire c'est en partie grâce à moi que tu as réussi à être championne parce que j'ai affaibli le genou de Ronda Rousey, donc elle n'a pas tort. Finalement, Carmella va arriver, Carmella va dire mais en fait, cassez-vous, réglez vos affaires du côté de SmackDown. Moi, je m'en suis pris à Bianca Belair, donc j'en ai pas fini avec elle. On va peut-être régler ça maintenant, mais vous, réglez vos histoires du côté de SmackDown. On est à Raw ici, on n'en a rien à faire de votre histoire. Bref, finalement, Liv Morgan va se faire attaquer par Natalya et Carmella. Et bien évidemment, la championne de Raw, Bianca Belair, va venir aider Liv Morgan. Et ça va donner un 2 contre 2. Plutôt sympathique, ce 2 contre 2. Voilà, il n'y a pas grand chose à en dire. J'aime bien le fait qu'on associe Liv Morgan et Bianca Belair pour la première nuit en tant que championne de Liv Morgan. Je trouve que c'est une belle association. Être aux côtés de Bianca Belair ne peut être que bénéfique pour elle. Même si c'est que pour une nuit. Mais rien que l'image d'avoir Liv Morgan et Belair ensemble, ça doit mettre en tête à Liv Morgan, même si tout ne sera pas que de son fait, de sa faute, de sa réussite ou non. Mais ça doit mettre en tête à Liv Morgan que ce qu'elle doit devenir en tout cas, c'est une Bianca Belair. Dans le sens où Belair, elle fait pas partie des top stars de base. Elle a fait quelque chose et elle a réussi à rester au top. Comme je le disais, ça ne sera pas que de son fait parce que va falloir que le booking suive derrière. Mais Belair a réussi à rester au top et maintenant c'est l'une des top stars de la division féminine et une des top stars chez WWE. Donc à Liv Morgan de réussir à faire ça. Bon bref, pour revenir au match, il n'y a pas grand chose à dire. J'aime bien le fait que ce soit Liv Morgan qui finalement arrive à gérer les deux à la fin sans l'aide de Bianca et arrive à gagner ce match. Donc voilà, victoire de Liv Morgan et Bianca Belair. Une belle première nuit en tant que championne pour Liv Morgan. Seth freaking Rollins fait face à Ezekiel. Alors pourquoi on a ce match? En gros, aux États-Unis, on est le 4 juillet et c'est l'Independence Day. Et donc il y a eu une fête plutôt dans la journée du côté de la WWE. Et lors de cette fête, malheureusement, Ezekiel qui voulait se faire un petit hot dog, sans faire exprès, a mis du ketchup sur la chemise de Seth Rollins. Ça a énervé Seth Rollins. Et donc on a ce match. Voilà. Voilà, on a ce match parce que Rollins n'aime pas le ketchup. Je n'en sais rien, mais en tout cas, voilà. C'est une raison. Est-ce que c'est une raison valable pour avoir un match? Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a ce match et ce match est plutôt bon. Vraiment, c'est un bon match de catch. Une nouvelle fois, Ezekiel qui catche mieux qu'Elias. C'est bizarre à dire, mais c'est vrai. Et finalement, on s'ennuie pas. On s'ennuie pas dans les matchs de Ezekiel. Il a 2-3 prises qui sont vraiment très très cool. Il a un super coup de genou. Mais il a surtout une prise où finalement il porte son adversaire en une sorte de chaise électrique. Donc sur ses épaules, il arrive à le retourner pour porter une powerbomb. C'est vraiment très très cool comme prise. Finalement, Rollins arrive à s'en sortir en portant un curse stomp après un enchaînement de roll-up. Donc c'était assez bien vu et assez inattendu comme moment pour porter le curse stomp. Donc c'est vraiment très stylé. Donc Rollins qui gagne le match. Et finalement, après le match, il veut s'en prendre à Ezekiel. Mais il va prendre un RKO out of nowhere. Non pas Randy Orton, mais par Riddle. On sent clairement qu'on va partir sur Rollins Riddle pour SummerSlam. Et ça peut être incroyable. Mais attention, j'aime de moins en moins le fait que Riddle utilise le RKO, utilise toutes les prises de Orton. J'aime le moins en moins parce que de temps en temps, je trouve ça cool. Et je l'avais déjà dit, de temps en temps, je trouve ça cool. Mais attention quand même à pas trop le faire non plus. Faut qu'il garde quand même ses prises, Riddle. Déjà à Money in the Bank, certes c'était un super RKO, certes la prise était incroyable, mais c'était un RKO déjà. Attention quand même, attention à ce qu'il n'y en ait pas trop. Attention à ce que Riddle ne perde pas non plus son identité sur le ring.
parce que c'est Riddle quand même et que j'ai pas envie de voir Riddle devenir Orton entre guillemets. Bobby Lashley fait donc équipe avec les Street Profits pour faire face à Theory et Gable et Otis, donc un match 3 contre 3. Et c'était vraiment bien, c'était vraiment un très très bon match par équipe, vraiment je me suis bien amusé dans ce match. Ce qu'on peut retenir, c'est que Theory ne veut absolument pas avoir de confrontation, ne veut absolument pas être face à Bobby Lashley. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Bobby Lashley est sur le ring, à chaque fois que Bobby Lashley veut s'en prendre à Theory, Theory fuit. Voilà, il y a zéro interaction entre les deux. Enfin, peut-être une ou deux, mais je m'en souviens pas trop. Mais vraiment, je crois que Theory échappe à chaque fois à Bobby Lashley. Et la fin de match est vraiment trop trop bien. Vraiment, la fin de match est vraiment trop bien. Ça part dans tous les sens. Chacun porte sa prise favorite. De Montesfort qui porte son splash à Gable qui va porter donc son, je sais pas comment on l'appelle, mais son rolling German suplex. Où finalement Montesfort va faire un salto sur la suplex pour réatterrir sur le ventre. Enfin, c'est impressionnant. Finalement, Lashley arrive à porter son spear et à faire gagner son équipe. Donc, c'était vraiment un vrai bon match. Après le match, c'était un peu moins bien ça. C'est-à-dire que Otis a un peu trop mangé d'hot dog pendant la fête de l'Independence Day. Et Otis va vomir sur Gable. Voilà. Est-ce qu'il y a besoin d'en dire plus? Je ne crois pas. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'était dégoûtant. Est-ce que c'était vraiment utile? Je ne sais pas. Est-ce que c'était nécessaire? Je ne crois pas. Mais voilà, en tout cas, Otis a bien vomi. R-Truth est sur le ring et R-Truth finalement est déguisé en l'oncle Sam, si je me trompe pas, hein. Dites-moi si je dis des bêtises, hein. Je m'y connais pas trop dans tout ce qui est culture américaine, voilà, tout ce qui est tradition, tout ça, je n'y connais absolument rien, donc j'ai pas envie de dire de bêtises, mais forcément il va parler de l'Independence Day. Et là, choix plutôt malin de la part de WWE, c'est-à-dire qu'on va faire arriver Gunther qui est, on va dire pour les USA, un anti-américain parce que finalement il est européen, il est heel, donc forcément c'est un ennemi de l'Amérique, hein, finalement c'est toujours comme ça, hein, dans le catch, chez WWE, si t'es pas américain et que t'es heel, t'es un ennemi des États-Unis. Finalement on va avoir un match où Gunther va détruire R-Truth et je trouve ça plutôt malin, le jour de l'Independence Day, donc où on fête vraiment l'histoire des États-Unis, de faire venir Gunther à Raw pour qu'il fracasse un R-Truth déguisé en l'oncle Sam. C'est de la hit facile, Gunther va se faire huer facilement, mais c'est plutôt malin. C'est plutôt malin et il fallait le faire et ils l'ont fait. Donc plutôt malin d'avoir ramené Gunther à Raw pour cette occasion. Et le main event, Becky Lynch fait face à Asuka dans un No Holds Barred match. Donc en gros, il n'y a pas de règles. C'est concrètement un match pour terminer leur histoire qui a commencé il y a 2 mois environ. Et une histoire qui a finalement a eu des hauts et des bas. C'est-à-dire que Becky Lynch a dû affronter Bianca Belair, Asuka aussi. Bref, il y a eu quelques embûches dans leur histoire. Mais finalement, je trouve que c'était vraiment une belle histoire de haute mid-card féminine sans titre. Donc j'ai vraiment apprécié. Et j'ai vraiment apprécié ce match une nouvelle fois. Une nouvelle fois, Asuka contre Becky Lynch. Ça n'existe pas les mauvais matchs. Vraiment, il n'y a eu aucun mauvais match entre ces deux-là. C'est toujours très très bon. Là, tu rajoutes des objets, tu rajoutes des spots. Donc avec des objets, avec beaucoup d'inventivité, d'imagination sur les spots. Et ça rajoute un vrai bon match. Alors, je peux vous en dire 2-3 des spots que j'ai vraiment beaucoup aimé. Là, c'est vraiment un spot de fin de match où finalement, Asuka va sortir un parapluie. Et ça m'a, je sais pas si c'est fait exprès, mais ça m'a forcément rappelé Kairi Sane, l'ancienne partenaire de Asuka qui est maintenant au Japon, mais qui faisait son entrée avec un parapluie et avait souvent des spots avec ce parapluie. Et là, elle veut s'en prendre à Becky Lynch avec ce parapluie. Et finalement, Becky Lynch va bloquer le Green Mist grâce à ce parapluie. J'ai trouvé le spot très cool et bien amené. Et finalement aussi, la fin de match où Becky Lynch va réussir à poser une table, la table tant attendue par le public, et Becky Lynch va réussir à porter son finish du haut de la 3e corde sur la table. 1, 2, 3, victoire de Becky Lynch. Et j'aime ça. Alors, j'aurais aimé que Asuka remporte cette histoire. Honnêtement, j'aurais aimé que ce soit Asuka qui ait le dernier mot. Mais je pense que là, la descente aux enfers, entre guillemets, de Becky Lynch a assez duré. Je ne sais pas si elle va aller challenger encore une fois Bianca Belair pour SummerSlam. À voir. Mais je pense que sa descente aux enfers est terminée. C'est-à-dire qu'elle a assez duré, elle a perdu assez de matchs.
Malheureusement pour Asuka, ça sent pas bon cette défaite. Mais j'aime beaucoup aussi le fait que Becky Lynch, que ce soit dans la défaite ou dans la victoire, eh ben, elle est très expressive. C'est-à-dire que dans la défaite, elle est hystérique. À chaque fois qu'elle perd un match, elle est hystérique, elle devient folle. Mais là, dans la victoire, là, elle comprend que c'est une victoire très importante. Eh ben, elle devient presque hystérique, mais de joie. C'est-à-dire que vraiment, elle est, elle est vraiment à fond. C'est-à-dire qu'elle gagne, il y a limite un cri de victoire. Et tu vois que voilà, c'est une victoire importante. Donc je trouve que certains devraient s'inspirer un peu de ce que fait Becky Lynch dans la défaite et dans la victoire pour montrer que chaque défaite, chaque victoire est importante. Bilan de ce Raw après Money in the Bank. Et je me suis bien amusé. Vraiment, on a eu un bon Money in the Bank. Et là, je trouve qu'on a eu vraiment un bon Raw qui, pour l'instant, met pas tout de suite les bases pour SummerSlam. On voit peut-être 2-3 petites choses qui arrivent. Mais pour les gros titres, pour Bianca par exemple, on voit pas trop où ça peut aller. Même si Becky Lynch a gagné le main event, est-ce qu'on peut imaginer Bianca, Becky Lynch à nouveau pour SummerSlam? Voilà, il y a 2-3 petites choses qui arrivent. Hein. On voit Theory face à Bobby Lashley à SummerSlam. Et surtout, on a eu du bon catch. On a eu du bon catch. Vraiment, on a eu vraiment beaucoup de catch lors de ce Raw. Et le catch était bon avec des matchs qu'on n'a pas vus tout le temps ou des rematchs qui étaient nécessaires. Donc, j'ai trouvé ce Raw plutôt bon. Et vraiment, je me suis bien amusé en regardant ce show. Donc, si je dois donner une note, on va être sur un bon 7 sur 10. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Et nous, on se retrouve dès demain pour un grand NXT 2.0. Hein. C'est NXT The Great American Bash. Donc, soyez présents. Salut, salut!